de la con. Parfait. Salut les petits pélés. Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Aujourd'hui nous allons revenir sur un réalisateur que tout le monde connaît sans le savoir, Michel Hazanavicius. Si je vous dis juste son nom comme ça, je suis presque sûr que ça ne vous dit pas grand chose. Pourtant, tout ce que cet homme a créé est devenu culte, que ce soit pour une génération ou pour une industrie. Un homme pour lequel j'ai d'ailleurs autant d'admiration que de reproches à faire. Michel Hazanavicius, né en 1967, est un réalisateur français. Ayant à l'origine suivi une formation générale aux arts audiovisuels, il débarque dans la toute jeune chaîne cryptée Canal+ en 1988. Il participe à l'écriture puis à la réalisation de plusieurs sketchs des nuls, avant de passer à la réalisation de quelques pubs. C'est en 1993 qu'il co-réalise et co-écrit son premier long métrage, La classe américaine. Ne bénéficiant que d'une diffusion télé, on peut alors dire que son premier vrai film sera Mes amis, qu'il sort en 1999 et qui revient sur le monde de la télévision qu'il a formé. Il atteint le succès populaire en 2006 et en 2009 où il réalise les deux volets d'OSS 117, Le Caire ni d'espion et Rio ne répond plus. Fort de ce succès et de sa rencontre avec Jean Dujardin, il réalise un carton au niveau mondial avec son hommage à Hollywood, The Artist, sorti en 2011. S'il est assez connu pour ses films à l'esthétique rétro, vous allez voir que ses gimmicks vont bien au-delà de ça, ce que nous allons commencer à regarder tout de suite avec La classe américaine. George Abitbol, joué par John Wayne et détenteur très officiel du titre d'homme le plus classe du monde, meurt subitement en mer des suites d'une tempête. Alors que le monde est sous le choc, un patron de journal confie sa nécrologie à ses trois journalistes les plus cons et plus pétants. Dave, joué par Paul Newman, Peter, joué par Dustin Hoffman, et Steven, joué par Robert Redford. Afin de rendre leur article encore plus marquant, ils se mettent en tête d'expliquer ses dernières paroles avant de rendre son dernier souffle. Monde de merde. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Oui, vous l'aurez compris, le premier film de Michel Hazanavicius n'est pas exactement un film de Michel Hazanavicius. En 1993, la Warner Bros célèbre ses 70 ans. Pour cette occasion, Canal+ demande une autorisation exceptionnelle pour utiliser des extraits parmi la quasi-totalité de son catalogue de films afin de réaliser un montage rendant hommage à la production. La chaîne cryptée a confié le projet au duo que forment Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret. Les deux hommes ont en effet réalisé un an auparavant deux comédies basées sur le détournement de séries et de films, la première pour une émission d'analyse média au moment où la chaîne La 5 de Silvio Berlusconi fait faillite, Derek contre Superman. Vous avez bousillé mon auto. Super merde, je suis super désolé, je viens de me super gourer, je suis un super con. La deuxième quelques mois plus tard pour l'émission de Noël de Sai Cartoon, le programme de dessin animé de Canal+. Salut les petits pélés. Le principe du détournement étant donc de refaire le son et le montage d'une œuvre déjà existante dans un but généralement parodique. Ah ouais, comme Mosinor. Non. Non putain. Je l'ai fait avant lui. C'est moi qui ai eu l'idée 11 mois avant Mosinor. C'est mon meilleur ami qui a eu cette idée. Mais tu viens pas de dire que c'est Michel Hazanavicius? Alors en fait c'est même plus vieux que ça. C'est en 1956 que Guy Debord énonce les règles du détournement, même s'il ne la mettra pas en application de la même façon que se fait actuellement. Debord aura plutôt l'idée d'un commentaire au-dessus des images qu'un doublage, et tout cela est motivé par une volonté anticapitaliste. En 1966, c'est, préparez-vous à être étonné, Woody Allen qui donne pour la première fois la forme que l'on connaît aujourd'hui du détournement avec Lily des Tigresses, un film réalisé en redoublant un film policier japonais. Non, Allen n'a pas réalisé que des films avec des dépressifs drogués ou Xanax, il était même assez proche du burlesque à ses débuts. Et par la suite, divers films pousseront ou élaboreront plus loin le concept. Chez Canal+, c'est même une tradition. Instauré par Mézeret et Hazanavicius, il donnera plus tard les messages à caractère informatif de Nicolas et Bruno, et fournit encore aujourd'hui des sketchs aux équipes de Groland. Le concept développé dans La classe américaine va encore plus loin, puisque l'idée est ici de mélanger plusieurs films qui partagent les mêmes environnements et ou les mêmes acteurs, doublés pour une bonne partie par leur voix de doublage officielle de l'époque. Ce sont pas moins de 49 films que les deux réalisateurs ont visionnés, détournés et recollés ensemble, habillés dans une vraie histoire largement inspirée du Citizen Kane d'Orson Welles et uniformisés en 1,85. Là où c'est fascinant, c'est que pour réaliser cet exploit, il faut se baser plus encore que dans n'importe quel autre domaine sur ces fameux codes du cinéma et leur effet instinctif incontrôlable sur le spectateur dont je vous parle depuis tellement de temps. Dès la première scène du film, l'effet est utilisé. On voit en effet George Abitbol, soit John Wayne, ici dans le film Le Renard des Océans, discuter avec Burt Lancaster dans le film Le Corsaire Rouge. D'abord, les formats des deux films ont été uniformisés. Ensuite, les deux plans montrent un capitaine de bateau, dont une partie du pont est visible. Ce qui les réunit, c'est d'une part l'échange logique et normalement construit des héros grâce au texte réécrit, et l'ambiance sonore de l'océan qui est la même dans toute la scène. Mais malgré tout, l'essentiel du chant contre chant, la direction des regards, ne colle pas vraiment. Lancaster regarde sur la droite, et Wayne regarde légèrement en face de lui, mordant légèrement sur la droite.
Ça ne devrait pas vraiment marcher, mais encore une fois, on peut dire merci à Kuleshov et ou Pudovkin. Notre cerveau est manipulé sans vergogne par les mécanismes du cinéma. Si le texte, le son et l'environnement global du champ contre champ semblent coller, notre cerveau les forcera à coller. La même technique permet également, en associant des images de course-poursuite des Anges Gardiens ou de Mad Max avec des plans en voiture de Paul Newman dans Détective Privé, de faire en sorte que Paul Newman conduise comme un taré. Récupérer une mimique, un regard ou un mouvement de l'acteur est un moyen de lier les deux scènes, qu'il aurait été de toute façon par notre cerveau grâce à la musique, le cadre et le décor que représente la voiture. Mais il n'est pas obligatoire de conserver les films tels quels. Certaines modifications subtiles peuvent apporter un autre sens et un autre sketch. Plus tard par exemple, quand Dave conduit Peter et Steven et qu'ils reprennent le plan du récidiviste où la voiture monte sur un talus, le plan sur Newman qui suit est incliné d'autant que la voiture pour mieux lier les œuvres. Plus tard, quand les comparses sont au téléphone en même temps, c'est un split screen qui les réunit. Une modification très visible de l'œuvre, mais qu'on accepte justement parce que c'est un trucage visible dans quelque cas que ce soit. Mieux encore car moins perceptible, quand Steven donne à Peter le vrai numéro de téléphone qu'il cherche, l'image passe soudainement en marche arrière, profitant qu'il y ait peu de mouvement dans le background et chez les acteurs pour que ça passe inaperçu. Seulement il y a bien des fois où ça colle pas. Et là, comment faire? Le principal souci du projet, c'est que toutes les sources sont différentes, et dès lors, les acteurs sont différents dans chaque rôle. Pour justifier cela scénaristiquement, il y a deux cas de figure. Soit les deux films sont contemporains, et les personnages vont parler de se déguiser, soit il y a une trop grande différence, typiquement entre le moment présent et les Far West dans lesquels jouent les acteurs, et le film traite alors le problème par le biais d'un flashback clairement annoncé par le fait que l'image bouge et devienne floue. Les réalisateurs ont parfois eu besoin de faire des allers-retours dans une seule scène pour avoir suffisamment de matière pour le doublage, et cela a pu créer des problèmes liés au déplacement des personnages. Dans la scène avec le rédacteur en chef, les réalisateurs avaient besoin de récupérer les comédiens debout, ce qu'ils ne font pas à partir de leur position dans le canapé. Ils ont alors incrusté ce sketch sur Orson Welles qui vient dénoncer le plagiat de son propre scénario. Quand il se termine, les acteurs sont debout et peuvent poursuivre le texte de la scène. Et parfois il faut lutter contre les automatismes de ces codes, tout particulièrement du fait que la source utilisée ne contient que le montage final, et non les rushs complets des films. Dans la scène où Peter et Steven rendent visite à Dino, qui vient du Ocean's Eleven original, il n'y avait pas de passage qui convenait vraiment pour terminer la scène. Et la scène suivante commence directement avec la marche un peu précipitée de Peter, d'où découle le sketch du « J'ai la méga chiasse, putain, la méga chiasse !» Il aurait donc fallu couper une réplique de Dino dans le mouvement et démarrer directement avec Peter et Steven qui reviennent au journal. Trop brusque, trop précipité, ils ont alors brisé le quatrième mur, ce que les détournements font souvent, avec un flashback indésirable. On n'a rien à faire là. Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Vous l'aurez compris, que ça marche ou que ça ne marche pas, on peut toujours en faire quelque chose. À condition, cela dit, de rester dans le domaine de l'humour, car ce registre offre beaucoup plus de largesse d'esprit de la part du spectateur, qui cherchera beaucoup moins les défauts de raccord entre les images. Et ça tombe bien parce que l'humour de Canal+, à mi-chemin entre le génie pur et la connerie profonde, permet de prendre le moindre élément du film pour le tourner en dérision. Un personnage en plein air qu'on ne cadre pas en dessous de la taille, et ben il fait pipi. Une pichenette de poussière qui s'envole, et ben il a pété. Toute la base, c'est d'infliger à des personnages adultes un comportement totalement infantile. Ils s'insultent à la moindre occasion. C'est quoi ça? Oh, va te faire foutre. Et de préférence si c'est totalement gratuit. Très bien, puisque vous ne voulez pas m'aider, allez vous faire enculer. Le script baigne globalement dans un humour absurde, ce qui lui permet de mélanger toutes les sources possibles. Nous, on risquait notre vie contre les animaux préhistoriques par tous heures de droite. De tirer avantage d'un plan en principe immontable avec un euphémisme. Je crois bien que j'ai pris froid. De s'autoriser un décalage entre la nature de la phrase et la façon de la prononcer. On va manger des chips. Entre le personnage qui parle et sa voix. Ce bordel, c'est qu'il pleut comme vache qui pisse. Ou encore de jouer avec n'importe quelle idée visuelle. Top, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions, je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Malheureusement, la Warner reste sans voix devant le résultat, et alors que Canal+ avait promis une sortie en salle au film, il deviendra une rareté. Il faudra attendre 6 ans plus tard pour que Michel Hazanavicius, seul, réalise son premier long métrage. Eric et Fred se réveillent un matin avec une prostituée morte. Si Fred, acteur de sitcom complètement à l'ouest, joué par Serge Hazanavicius, son frère, met du temps à assimiler la situation, Eric, producteur de cette même sitcom joué par Yvan Attal, va devoir chercher un moyen de se débarrasser de la jeune femme. Mais la journée sera riche en retournements, entre les problèmes du tournage, les problèmes personnels des protagonistes et ceux causés par le corps. Pour son premier film, Hazanavicius décide de poser sa caméra dans le milieu qui lui a appris le métier, la télévision. Dans les années 90, le groupe AB Productions révolutionne la télé en allant un peu plus loin dans la médiocrité avec la création des premières sitcoms françaises. Ces séries au scénario tellement basique qu'on préfère donner le nom du comédien au personnage plutôt que de se marder en inventer un, acteurs d'ailleurs amateurs et ou mauvais qui enchaînent une vingtaine de séquences en une seule journée et lisent leurs textes sur des panneaux parce qu'ils n'ont même pas le temps de les apprendre. Réalisés à la chaîne, sans créativité ou recherche artistique, ou dans la mise en scène. Pour ceux qui se demandent comment est l'ambiance sur un plateau, le film le montre assez bien.
Bien sûr, il s'agit d'une situation où le tournage se passe mal, mais soyez-en sûrs, tout ce que vous verrez l'équipe faire pendant le film se produit sur un plateau. Putain, mais merde, tu veux pas aller lire ton putain de journal ailleurs, sans déconner? Alors les enfants, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais moi si j'ai pas mon café, je tourne pas. Bon allez, on y retourne. Attention, silence, Platon! On dirait moi ça. Le film est une attaque assez frontale envers le monde de la télévision. Avec beaucoup de cynisme, Hazanavicius dresse le portrait d'une télé qui méprise son public. T'écris pas pour les Parisiens. Faut toujours te dire que t'écris pour une mercière qui habite à Périgueux. Et le second degré connaît pas, hein. Une télé qui n'a aucune conscience de la réalité des spectateurs, comme le montre la léthargie de Fred face à la mort de la prostituée pendant tout le début du film. Une télé très incestueuse où tout le monde se connaît, où on est parfaitement conscient de faire de la merde, mais on s'en fout totalement tant qu'on gagne de l'argent. De fait, la sitcom est un élément central du film. Le générique du long métrage reprend celui d'une série, avec synthé assez moche et arrêt sur image ainsi que son rôle, ou plutôt son poste en tant que technicien. Certaines scènes utilisent la mise en scène pour faire des commentaires cinglants, comme celle où l'ingé son fait écouter sa nouvelle bande de rire préenregistrée. Le plan montre deux personnages fixes qui ne disent rien et des rires qui se déclenchent sans que rien ne les provoque. Il dit ainsi que les sitcoms à la AB Productions sont un immense vide créatif recouvert de rires automatiques et faux, destinés à faire croire aux téléspectateurs que ce qu'il a vu était bon. On a aussi une mise en abîme lorsque le scénariste de la sitcom, je parle Alain Chabat, trouve le scénario du film en temps réel. Mais ça a un autre impact, c'est ce que ça révèle sur la mise en scène de Michel Hazanavicius. Sa véritable passion, c'est le pastiche, l'imitation et l'hommage. Il a une véritable fascination pour les images, qu'il détournait pour faire les sketchs dans le JT des nuls, et qu'il s'efforce ici de reproduire. Le principe du pastiche est certes de tourner en dérision, mais tout en respectant les codes et les principes du genre. Les faux épisodes de la sitcom respectent exactement leur style. Le jeu des acteurs, les décors en carton-pâte qui abordent des couleurs ultra pétantes et ne ressemblent à aucun lieu inventé par l'homme, mais pas seulement, la lumière aussi. Ces grands cadres qui pendent partout s'appellent des kinos, et s'il y en a autant, c'est parce que les décors est prévu pour être éclairés à n'importe quel endroit. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, on ajuste la lumière à chaque déplacement de la caméra, et ça prend du temps. Ça peut prendre des heures même si on fait le cumul dans la journée. Les productions AB, pour être les plus efficaces possibles, installaient ce genre de grande lumière globale, sans ombre marquée et qui pourrait créer des faux raccords, afin de pouvoir installer les personnages n'importe où sans avoir à se soucier de les éclairer et tourner directement. Il y a fort à parier qu'il a même utilisé les mêmes caméras qui à l'époque tournaient sur des cassettes Betamax. Cela étant, je vais commencer à faire mes reproches à Hazanavicius. C'est en effet un homme qui a basé presque toute sa carrière sur le pastiche, et pourtant, systématiquement, il y a quelque chose qui lui échappe. Une des caractéristiques du sitcom à la AB Productions, c'était de mal jouer, et s'il jouait mal, c'était d'une part parce qu'ils n'avaient pas le temps d'apprendre leur texte, d'autre part parce qu'on engageait aussi mal des acteurs sans expérience que l'électricien du plateau, et enfin parce qu'ils étaient jeunes et inconscients. Mais si certains pouvaient avoir une bonne vingtaine, pas de quoi non plus faire jouer tous les rôles par des comédiens de 30 balais. C'est plutôt un défaut du slasher américain que des sitcoms françaises. Au contraire, Jean-Luc Azoulay avait développé son empire en créant un spin-off pour chaque tranche d'âge de son public qui grandissait avec ses personnages. On a donc un élément dans notre pastiche qui n'a pas grand chose à faire là, car même si on pouvait trouver des cas d'acteurs au-dessus de l'âge de leurs personnages, ce n'était ni aussi visible, ni assez répandu pour en faire un point du film. Autre chose, liée cette fois à l'organisation d'un tournage et au ressort dramatique. Un point du film, Benoît le stagiaire, entend nos personnages parler de leurs affaires sur le plateau depuis la régie, ce qui lui permet d'enregistrer les personnages sur une cassette. Sauf que, premièrement, il n'est pas très logique qu'une cassette soit disponible. Lorsque la scène arrive, c'est à la fin de la journée, et la fin de la journée, ça veut dire mettre toutes les bandes qui ont été tournées de côté, et les vérifier même. Ce n'est donc pas logique qu'il reste la dernière bande de la journée dans le magnétoscope, et que plus tard dans le film, les gens la cherchent. Un problème lié à cela, c'est que la base d'un tournage pro est de faire très attention aux éventuels problèmes techniques, ce qui implique qu'il y ait une bande de secours à laquelle aucun des personnages ne pense. Deuxièmement, il n'est pas possible que Benoît les ait entendus. Une scène plus tôt nous montre l'ingé son s'amuser à écouter les acteurs aux toilettes, ce qu'un vrai ingénieur du son digne de ce nom se garde bien de faire, c'est un peu son secret professionnel à lui. C'est possible parce que les acteurs sont équipés de micros HF, des micros minuscules cachés dans leurs vêtements et reliés à un émetteur sans fil lui aussi dissimulé. Sauf que du coup, à la fin de la journée, l'ingé son récupère ses micros et ses émetteurs pour les remettre à charger. Il est hors de question qu'il parte en laissant Fred porter le sien. Vous me rétorquerez alors qu'il a peut-être un micro-perche sur le plateau. Sauf que non, on n'en voit jamais d'utiliser, et c'est pas impossible qu'on n'en utilise pas en sitcom, il aurait de toute façon été rangé. Vous pourrez alors penser à la caméra, sauf que ces caméras n'ont pas de micro intégré. Et tout l'acte 3 dépend de cette scène.
Et c'est un peu la malédiction des Navicius, il fait souvent du très bon boulot, mais il oublie un aspect essentiel de son pastiche qui rend les autres efforts moins importants et efficaces. Globalement, Mes Amis n'est pas un film très agréable à regarder. On voit des gens qui n'ont aucun respect les uns pour les autres, se traiter comme des chiens pendant qu'un mec est rongé par l'angoisse et qu'un imbécile heureux, assez pur donc, et petit à petit détruit par le monde cannibale de la télévision. L'humour est très noir et cynique, un peu dépressif même, et montre les pires aspects de l'audiovisuel. Sans compter que nos protagonistes doivent se débarrasser d'un cadavre, pour lequel ils auront assez peu de respect également, ce qui n'aide pas à s'y attacher. Pour autant, la critique du monde de la télévision, en partie des productions AB, vise assez juste. Le film ne performe pas beaucoup en salle, mais cela ne décourage pas Michel pour autant.